Emmanuel Macron avait promis de s'attaquer au chômage avec un objectif, le retour du plein emploi sous la barre symbolique des 5% en 2027. Je suis volontariste mais réaliste. Cet objectif est atteignable. Il consiste à faire dans les 5 ans qui viennent ce que nous avons fait dans les 5 ans qui viennent de s'écouler. Sauf que la promesse semble difficile à tenir si l'on s'en tient aux derniers chiffres que vient de publier le ministère du Travail. Le nombre des demandeurs d'emploi fait un bond de 6,8% en 2025. Le taux de chômage s'élève à 7,7% pour atteindre 18,1% chez les jeunes. D'où l'idée du MEDEF, pour doper les embauches, de créer un CDI jeune, payé sous le SMIC et soumis à une période d'essai de 3 ans. Une proposition indécente pour la CGT. Le scandale, c'est que le patronat n'ait rien d'autre à proposer aux jeunes que la précarité à vie et des sous-salaires. Le ministre du Travail est intervenu hier pour éteindre la polémique. La proposition du MEDEF n'est pas à l'ordre du jour. Les pistes, les propositions qui ont été formulées ne sont absolument pas reprises par le gouvernement et ce gouvernement met des moyens. Je pense à l'apprentissage, je pense au contrat d'engagement pour les jeunes. Les seniors sont également en première ligne sur le front du chômage, d'autant que les plans sociaux, les liquidations judiciaires et les fermetures d'usines se multiplient, comme ici dans le Val d'Oise, 135 emplois supprimés. J'ai 62 ans et je suis en train de me poser la question maintenant pour retrouver du travail à mon âge. Parce que j'ai pas assez cotisé. Là, je pensais finir ma retraite ici, mais voilà. Alors comment s'attaquer durablement au chômage? L'objectif du plein emploi n'est-il qu'un mirage ou est-il toujours à portée de main? Nos 3 invités pour ce débat. Arthur Jatteau, bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à l'Université de Paris-Nanterre. Vous êtes membre du collectif des économistes atterrés, avec un Z, non je plaisante. Et vous avez participé à l'ouvrage La dette publique précis d'économie citoyenne. Et selon vous, ce qui est mis en œuvre pour arrêter le chômage, comme des exonérations de cotisations sociales, ne fonctionne pas. Ce sont des politiques très coûteuses. Le seul levier efficace ces dernières années pour créer de l'emploi, ajoutez-vous, c'est la réduction du temps de travail. Ça fera débattre nos invités. Dominique Carlac, bonsoir, chef d'entreprise, membre du MEDEF. Selon vous, le chômage continue à monter, mais la situation est contrastée. Si les intentions d'embauche repartent à la hausse, en ce qui concerne les cadres, eh bien, les jeunes sans formation, par contre, connaissent des taux de chômage qui ressemblent à ceux des pays en voie de développement. Et à côté de vous, Gaëlle Mac, bonsoir, directrice déléguée de la rédaction de Challenge. Selon vous, la tendance à la hausse du chômage va se poursuivre en 2026. Ça va redevenir un sujet à l'approche de la présidentielle de 2027, alors que ce n'était plus vraiment une préoccupation majeure des Français. Et on démarre le débat avec le mot du jour, Benjamin. Plans sociaux, puisqu'une accumulation de plans sociaux vient assombrir le marché de l'emploi en France. Michelin, Auchan, Casino, ArcelorMittal ou encore le géant du conseil aux entreprises Capgemini figurent parmi les grands groupes qui ont annoncé des suppressions de postes significatives. Gaëlle Mac, ces plans sociaux, c'est ce qui explique notamment la montée du chômage actuel. C'est conjoncturel plutôt ou pas ? Oui, alors ça explique notamment la montée du chômage actuel. Après, je ne suis pas sûre que ce soit conjoncturel. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a eu quand même il y a eu une grande embellie sur le front du chômage pendant les mandats d'Emmanuel Macron. Hein. Je rappelle que François Hollande avait un peu chuté sur son échec à inverser la courbe du chômage. Donc, en fait, il avait un peu commencé à la fin de son mandat et de fait, ça s'est poursuivi. Et c'est vrai que on est descendu en dessous de ce seuil où le chômage est vraiment une préoccupation majeure pour les Français et en haut des sondages quand on leur demande. Et là, c'est vrai que de nouveau, cette courbe, on sent qu'elle s'inverse à nouveau, elle remonte, voilà. Et les plans sociaux en font partie, les faillites d'entreprises qui ont atteint un sommet en 2025, 68 000, normalement c'est plutôt aux alentours de 60 000. Et effectivement, on sent que la tendance va se poursuivre. Cette période d'embellie est terminée, je pense. Dominique Carlac, il faut s'attendre à ce que les chefs d'entreprise comme vous embauchent moins, voire licencient dans les mois à venir à cause d'une incertitude mondiale ou autre ?
En fait, il faut rappeler une chose, c'est qu'en creux du chômage, c'est l'absence d'activité. Et l'absence d'activité pour un salarié, c'est l'absence d'activité pour une entreprise, à échelle plus collective. Et effectivement, vous venez de le rappeler, en 2025, malheureusement, on a atteint un nouveau record de défaillance d'entreprise. Donc, défaillance d'entreprise égale destruction d'emplois. Ça, c'est le premier sujet. Donc, effectivement, la réalité centrale qu'il faut rappeler en ce moment, on se réveille un peu tous de la querelle budgétaire qu'on a eue pendant des mois, qui avait fait disparaître ces discussions à la fois sur le chômage et à la fois sur l'emploi. On découvre que de l'angle mort de tout ça, c'était peut-être la vie des Français, que ce soit chef d'entreprise ou salarié d'ailleurs, puisqu'on parle d'un problème d'activité au sens large. Or, effectivement, quand on rouvre le débat et qu'on découvre, qu'on remet des lunettes en se disant « Tiens, en fait, on en est où du chômage ?» On se rend compte de quoi ? On se rend compte que, la France est dans le top 5 des pays où il y a le plus de chômage en Europe. Premier sujet. Et deuxième sujet, que ça fait 5 trimestres consécutifs que l'emploi est dans le rouge. Donc effectivement, on a un vrai problème d'activité. Alors on va revenir évidemment sur les raisons de ces problèmes d'activité, mais on a un vrai problème de l'activité qui freine, et donc l'emploi, effectivement, soit vous ajournez des emplois parce que vous avez moins d'activité. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous ajournez, vous dites c'est pas ce mois-ci, c'est pas ce trimestre-là, je vais attendre le budget prochain, donc mon budget 26 ou 27, soit vous en détruisez parce que l'activité est détruite. Par rapport à ce tableau plutôt sombre, est-ce qu'on peut pondérer avec le fait que dans les chiffres du chômage, Arthur Jattaux, les bénéficiaires du RSA soient inclus ? Oui, donc alors, ça modifie peut-être un tout petit peu le... Alors, ça modifie un peu la donne. Il y a un certain nombre d'artefacts statistiques qui permettent de faire baisser artificiellement les chiffres du chômage, suivant la manière dont on les regarde. Moi, je voudrais quand même insister aussi sur un point. Il faut prendre garde à ne pas apprécier la situation sur le marché du travail uniquement avec le taux de chômage, mais aussi avec la qualité des emplois qui sont créés. On peut faire baisser le taux de chômage, mais à quel prix on le fait baisser ? Est-ce qu'on fait baisser le taux de chômage en créant des contrats précaires, en créant avec des rémunérations qui sont moindres ou qui progressent moins? Je pense qu'il faut faire attention à ne pas analyser la situation sur le marché du travail uniquement sous l'angle du taux de chômage. Évidemment, il faut le faire, mais c'est quels emplois on crée pour faire baisser le taux de chômage. Alors, on va continuer le débat. Là, on ne va pas parler des emplois concrets, on va parler de ceux que l'intelligence artificielle fait disparaître. On en parle avec vous, Anna. Oui, dans les économies avancées, 60% des emplois seront touchés par l'intelligence artificielle. C'est un tsunami qui déferle sur le marché du travail. C'est ce qu'a exprimé Kristalina Georgieva, la présidente du FMI, lors du forum de Davos en Suisse. L'illustration parfaite, c'est Capgemini, entreprise de conseil, avec la suppression de 2400 postes remplacés par l'intelligence artificielle. Mais c'est aussi 12 000 postes en moins pour Accenture, 30 000 pour Amazon, partout dans le monde. Et 2 récentes études américaines, une de Stanford et l'autre de Harvard, affirment que ce sont les jeunes de moins de 25 ans qui sont les plus touchés. Les chercheurs ont constaté que les entreprises qui utilisent le plus l'intelligence artificielle sont celles qui embauchent le moins de jeunes, oui, car toutes les tâches qui leur étaient attribuées en début de carrière, comme par exemple la rédaction de rapports ou la synthèse de documents, sont désormais effectuées par des intelligences artificielles. Et donc les profils expérimentés sont, eux, moins vulnérables. Mais de manière plus générale, tous les métiers avec des tâches qui sont très standardisées, très répétitives, sont également menacés. Ça touche notamment les experts comptables, mais toutes les fonctions support, ressources humaines, juridiques, finances, communication. Il y a quand même une nouvelle encourageante dans cette étude. Les chercheurs rappellent que lorsque l'intelligence artificielle est utilisée comme une assistante, elle ne menace pas les emplois. Gaël Mac, alors, est-ce que c'est que la faute de l'intelligence artificielle si le chômage augmente, ou alors c'est un petit peu plus complexe que ça ? Alors aujourd'hui en France, je ne pense pas que ce soit encore la faute de l'intelligence artificielle. Il y a eu les études américaines commencent à montrer vraiment maintenant l'effet de l'intelligence artificielle, notamment sur le chômage des jeunes, qui en France a toujours été assez élevé. Donc voilà, il va y avoir un impact sur la France sans aucun doute. Aujourd'hui, je dirais que les causes du chômage, enfin de la remontée du chômage actuel viennent plutôt de 3 facteurs. D'abord, il y a quand même un espèce d'effet de retour de bâton post-Covid. Pendant très longtemps, on a un peu zombifié, disons, des entreprises qui étaient fragiles. On les a maintenues un peu artificiellement, disons, en vie avec des aides publiques assez élevées pendant longtemps. Ensuite, elles ont eu aussi des aides à l'énergie, etc. Et aujourd'hui, leur fragilité se révèle et donc voilà. Et la troisième ? Ensuite, la deuxième, c'était à cause de la fin de la politique de l'offre
l'offre aussi d'Emmanuel Macron, parce qu'on n'en a plus les moyens, tout simplement. Donc, je remarquerai que dans le budget, on a enlevé 1 milliard, par exemple, à France 2030. Voilà. Et la troisième raison, c'est qu'il y a eu quand même 1 an et demi d'instabilité politique récurrente qui a créé un attentisme de la part des chefs d'entreprise. Voilà. Donc, je pense que l'intelligence artificielle, malheureusement, c'est pour demain. Je suis d'accord avec les 3 raisons qui viennent d'être évoquées, donc je ne vais pas les rappeler. En revanche, c'est vrai que le marché de l'emploi, de manière historique, il suit toujours les transformations technologique et industrielle. C'est-à-dire qu'une nouvelle technologie, elle vient bouger le système productif, qui vient bouger du coup les métiers, et qui vient du coup bouger les compétences pour avoir un métier. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce qui se présente devant nous, c'est les métiers du chiffre et de la loi, où finalement il y a des tâches répétables par une machine. C'est comme si on disait, il y a 150 ans, quand il y a eu la mécanisation, le jeune qui n'avait pas son permis, qui ne pouvait pas conduire une machine et qui conduisait plutôt un chariot avec des animaux qui traînaient la charrette, il n'était pas qualifié pour conduire une voiture ou un véhicule mécanisé. Donc, ce qui explique fondamentalement les chiffres que vous avez montrés, qui est le chômage massif des jeunes, c'est probablement les 2 choses que vous avez indiquées. La juniorité fait qu'on fait des tâches répétables pour apprendre le métier. La deuxième chose, la juniorité, oui, parce qu'on parle de juniorité dans certains métiers, dont le mien, qui est le métier de conseil. Et donc, effectivement, pour apprendre, on apprend à faire des tâches faciles qu'on essaye de répéter, et ensuite on a du métier. Et la deuxième chose, c'est que les jeunes, dans les 18% de taux de chômage élevé, c'est aussi tous ceux qui n'ont pas de qualification. Et plus vous avez besoin de qualification, moins vous allez vers l'emploi. Ça pose la question, Arthur Jatteau, l'emploi durable. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème de flexibilité du marché du travail? Est-ce qu'il n'y a pas d'adéquation des formations suffisantes aux emplois qui sont offerts? Est-ce qu'on est en train de courir après, par exemple, notamment l'intelligence artificielle? Enfin, ce changement n'est pas pris en compte, notamment pour les juniors. Alors non, il n'y a pas de problème de flexibilité sur le marché du travail. Les études, elles sont claires. Ça fait des années que l'OCDE le dit. Il n'y a aucun lien entre la flexibilité du travail et le taux de chômage. L'OCDE est très clair là-dessus. Vous avez des pays où le marché du travail est très flexible avec beaucoup de chômage, d'autres moins de chômage. Donc c'est pas là-dessus qu'il faut aller chercher. Par contre, sur le graphique que vous avez... La flexibilité, oui. On licencie plus facilement, en tous les cas. On a moins de conditions liées ça n'a pas d'impact sur le taux de chômage. C'est pas en flexibilisant davantage. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait depuis des années avec la loi travail, avec les réformes successives d'assurance chômage. Et c'est pas ça qui a, en réalité, baissé le taux de chômage. Mais sur le graphique que vous montrez, en réalité, il y a une petite erreur. Des jeunes. Ce n'est pas les jeunes qui sont davantage touchés par le chômage, ce sont les jeunes actifs. Le taux de chômage ici que vous montrez concerne les jeunes actifs. Or, c'est ce dont on parle. Oui, mais on parle des jeunes. La plupart des jeunes, précisément, ils sont en formation, ils ne sont pas en activité. Et donc, si je prends la part des jeunes de manière générale qui sont au chômage, en réalité, ils ne sont pas plus au chômage que les autres. Il n'y a pas de surchômage. Vous jouez pas sur les mots, là ? Non, les définitions du taux de chômage sont très précises. Et en fait, pourquoi c'est important de le dire? Parce que en disant qu'il y a un chômage massif chez les jeunes, on en fait des responsables de leur situation. Or, si je peux me permettre d'évoquer la question des emplois vacants. Aujourd'hui, si vous allez, les derniers chiffres disponibles, fin 2025, il y a 450 000 emplois vacants dans le secteur privé. Donc vous êtes contre le CDI jeune qui va être créé? Évidemment. Que le MEDEF, que vous, Madame Carlac, vous voulez créer. Pour finir, juste le raisonnement. On ne veut pas créer jeune, donc j'aimerais bien repasser, reclarifier. Non. En fait, on peut reclarifier le point tout de suite. Vous savez que dans l'agenda autonome des partenaires sociaux, c'est-à-dire les 5 organisations syndicales et les 3 organisations patronales, on a un agenda autonome, c'est-à-dire qu'on discute sans le gouvernement, sans les parlementaires. On se met d'accord sur un certain nombre de sujets, dont un sujet important qui préoccupe les Français, mais manifestement pas les politiques depuis 18 mois, qui est le travail tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on soit jeune, qu'on soit senior, ou qu'on soit dans des carrières hachées, ou quand on est une femme. Donc ça, c'est un vrai tout à l'heure, les seniors, sujet de préoccupation des partenaires sociaux. Quand ils travaillent de manière autonome, en s'invitant les uns chez les autres. La dernière fois, c'était mercredi dernier au MEDEF. On arrive avec des axes de travail. Quand on revient on arrive avec des axes de travail. Donc là, vous proposez un CDI et avec là, 3 on ne propose pas, on pose sur la... Mais c'est toute la différence de l'inflammation médiatique et politique de ce sujet. On ne parle pas pendant 18 mois de l'emploi et du chômage et d'un coup, on dit... Mais c'est une période d'essai de 3 ans. Ça revient à ça. Alors, qu'on précise bien les choses. Est-ce que vous avez lu les axes de travail? On a posé la question. Et les axes de travail, c'est de dire, voilà, il y a un point qui est... On considère qu'il y a une partie de jeunes qui n'est pas qualifiée et qui donc du coup a du mal à rentrer durablement sur le marché de l'emploi. Ça veut dire durablement à attraper un CDI pour y rester. Donc on dit peut-être que si on dit à l'entreprise, écoute, tu vas
payer une formation à ce jeune. Tu vas accorder du temps, des heures, des jours de formation. Et en contrepartie de laquelle on paiera un peu moins cher le jeune pour que ce soit dans l'entreprise qui se forme et qui soit adapté au marché de l'emploi. Ça n'est pas une proposition, c'est un axe de travail. Alors après, on peut caricaturer pour tout un tas de raisons électorales de part et d'autre, mais il fallait quand même redire les choses et ne pas caricaturer les choses. Vous allez réagir, mais on va d'abord écouter Michel-Édouard Leclerc, lui qui n'est pas favorable à cette idée que vous mettez sur la table, justement. On l'écoute, président Leclerc. J'aime bien Patrick Martin, mais là, je n'ai pas compris à quoi ça va servir. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est sécuriser l'accès au travail, c'est donner envie aux jeunes d'aller au travail. Je pense qu'il faut de la continuité, il faut de la construction avec sa vie privée dans le lieu où on est. Donc non, un CDI, c'est un CDI. Ne créons pas de la précarité, là où au contraire, on offre du long terme. Patrick Martin, c'est le président du MEDEF, Arthur Jatto. Donc, pour finaliser le raisonnement, 450 000 emplois vacants. On a 3,7 millions de chômeurs de catégorie A, 6,5 millions si on a une vision plus extensive. On voit bien qu'il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde. En admettant qu'on flexibilise du côté de la jeunesse en créant un CDI spécifique, peut-être à la limite qu'ils vont être embauchés à la place d'autres gens, mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème du chômage. Le problème du chômage, c'est un problème du côté des emplois. Il n'y a pas assez d'emplois qui sont proposés. Le problème n'est pas que les jeunes ne sont pas suffisamment employables ou encore moins qu'ils n'aient pas envie de travailler. Ou même si on va voir chez les plus seniors que on préfère toucher des allocations que travailler, ça, ce sont des fausses. Vous, c'est plutôt réduction du temps de travail. Alors, il y a plusieurs possibilités. Alors, par exemple, on parlait des seniors à l'instant. La réforme des retraites. Si on fait partir les gens à un âge plus avancé, forcément, on laisse des cohortes supplémentaires sur le marché du travail. C'est une pression aussi sur le marché du travail. Il faut qu'ils partent plus tôt. La seule politique qui a marché ces 25 dernières années, enfin ces 30 dernières années en matière de réduction du taux de chômage, c'est la réduction du temps de travail. C'est ces politiques-là qu'il faut réactiver. Mais attendez, Gaël Mac et ensuite vous, Dominique Carla. Gaël Mac, il a raison, c'est la bonne piste. Alors, je ne pense pas que ce soit en tout cas la seule piste. Voilà. Et globalement, après, je veux dire, c'est juste aussi une question de coût. Et vous ne pensez pas que c'est la seule piste, mais que c'est une piste, c'est une bonne piste? En tout cas, je pense que c'est vraiment sectoriel et que ça ne doit pas du tout être général et que ça doit passer certainement au niveau des accords d'entreprise s'il y a des questions de réduction de temps de travail. En tout cas, il y a quand même une contestation, enfin je veux dire, ça reste une polémique sur le nombre d'emplois qui ont été créés par les 35 heures, par exemple. Nombre d'emplois qui ont... Entre 100 000, 350 000. Voilà, et alors, et sur le CDI jeune, alors justement, est-ce que vous pensez que ça c'est une piste? On se rappelle quand même qu'il y a eu le contrat première embauche sous Dominique de Villepin, qui a fait descendre massivement pile... Voilà. La même situation économique. Il y a 20 ans. Mais ça avait fait descendre beaucoup de monde dans la rue à l'époque. Oui. Bon, alors moi, je trouve que c'est toujours, c'est toujours compliqué d'avoir un espèce de sous-contrat, je dirais, pour les jeunes. Voilà, ça c'est quand même, et il y a quand même un problème français pour les entreprises à recruter des jeunes plus que dans d'autres pays. La demande d'avoir 5 ans d'expérience, c'est vraiment une demande clé. Comme il y a aussi un problème en France pour garder les seniors. Alors, voilà, on emploie. Voilà. Donc, juniors et seniors, là, des deux bouts. Voilà. Et donc, finalement, on dit aux gens, oui, écoutez, c'est bien 5 ans d'expérience. Et puis, si vous pouviez partir à 55 ans, mais en fait, il faut quand même cotiser 40 ans. Donc, alors, vous évoquez les seniors, ça va être l'objet de notre archive, puisqu'ils gonflent les statistiques du chômage. C'est pas nouveau, regardez ces témoignages 2003. Depuis 1 an et demi, cet ingénieur de 59 ans connaît sa 2e période de chômage. Ses diplômes et son expérience ne suffisent pas. Aujourd'hui, son âge apparaît clairement comme un handicap à l'embauche. J'ai envoyé une candidature et mon CV qui m'a été retourné avec ma date de naissance entourée d'un coup de crayon rouge. Ça fait mal dans la mesure où on a l'impression vraiment de ne servir à plus rien. Parce qu'en fait, c'est une façon de vous rejeter. Il y a quelques mois, Hervé Jean faisait partie des 2 finalistes retenus pour un emploi. Mais l'entreprise lui a préféré le candidat plus jeune, moins expérimenté et surtout moins payé. Une nouvelle désillusion. Sur les 2,8 millions de Français âgés de 55 à 59 ans, seulement 1 sur 2 a un emploi, les autres étant soit au chômage, soit en pré-retraite. Non, c'était seulement il y a 23 ans. Oui. Une cravate assortie. Arthur Jatto, là aussi, vous renvoyez la balle aux entreprises sur les seniors?
Alors, on peut renvoyer la balle aux entreprises, mais je ne formulerai pas les choses comme ça. Moi, je reviendrai sur quelque chose qui me semble très clair. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent et qui travaillent trop. Il y a des gens qui sont en burn-out, qui font beaucoup d'heures supplémentaires. Il y a des gens qui ne travaillent pas ou pas assez. Il faut partager le travail. Et le partage du travail, il sera bénéfique pour tout le monde. Pour les juniors, comme vous dites, pour les seniors aussi, qui peinent à trouver un emploi. Leur taux de chômage est relativement faible chez les seniors, mais ceux qui sont au chômage ont une durée Donc c'est de les chômage. 32 heures c'est par semaine. Ça peut être les 32 heures, par exemple. Alors, Dominique Carlac, par contre, pour les seniors, il y a un dispositif assez peu connu là, qui date d'octobre 2025, le CDI senior. Alors c'est quoi ça? Alors ça, moi je ne le pratique pas parce que en toute vous n'avez pas engagé humilité, des seniors. Et au contraire. Mon assistante, je l'ai recrutée, elle avait fait 3 boulots dans sa vie, elle avait 54 ans, elle croyait qu'elle était fichue, comme elle disait, et je l'ai recrutée, et c'est une collaboratrice fidèle, formée. Et c'est une piste, ce CDI. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, si on se met à l'échelle d'un chef d'entreprise, je ne parle pas de la théorie économique, je parle à l'échelle de la décision d'un chef d'entreprise. Il est là pour quoi le matin? Il est là pour développer de l'activité et il rêve s'il pouvait avoir 10 collaborateurs de plus tous les mois, il serait content pour que ça ne surchauffe pas dans l'entreprise, y compris pour lui. Le problème, c'est qu'on ne crée pas de l'activité comme ça en claquant des doigts. Il faut juste une conjoncture qui permet de la confiance, qui permet de tout simplement prendre des commandes. Prendre des commandes et qui se disent, OK, là, il y a trop de travail, donc il nous faut embaucher. Mais quand ces conditions... Il faut le partager, ce travail, et faire moins d'heures pour tout le monde pour que vous puissiez avoir plus de gens autour de vous. Ça, vous n'êtes pas favorable à ça? Eh ben, en fait, moi, je suis favorable à créer plus d'activités pour enrichir plus de gens, donc donner du travail à plus de gens. Après, est-ce que le malthusianisme a produit des effets, que ce soit en matière démographique ou économique? Je ne crois pas. Le contrôle, quoi, c'est-à-dire le contrôle des catégories, des tailles de population. On a une baisse de la démographie en France, c'est ça qui va nous aider quelque part. Et puis la suspension de la réforme des retraites, il faut s'accrocher à ça finalement pour qu'on ait peut-être une baisse du chômage, et finalement une baisse du chômage en trompe-l'œil. Alors sur le court terme, oui, la suspension de la réforme des retraites, de fait, elle va quand même faire partir des gens qui devaient rester sur le marché de l'emploi, sur le marché du travail, elle va faire partir plus tôt finalement. Donc là, il y a un tout petit effet de court terme. Après, sur le plus long terme, oui, le fait que la démographie française, enfin, le chômage en France, qui a toujours été quand même, on voyait qu'on était dans les 3 premiers européens, ça a toujours été le cas. Hein. On a toujours eu plutôt un chômage élevé en France. Et même le chômage a baissé partout en Europe quand il a baissé en France, donc on n'a pas changé de rang. Voilà. Et parce que certains disent qu'on a une assurance chômage trop généreuse. Non, c'est surtout parce qu'on a une démographie qui, par rapport aux autres pays, était quand même plus... On a des nouveaux entrants dans le marché du travail tous les ans, parce que jusqu'ici, on avait une démographie un peu plus dynamique que dans la plupart des autres pays. Donc là, c'est vrai que cette baisse de démographie que nous connaissons va aider un peu le marché de l'emploi, mais il y a l'intelligence Dernière question, Arthur Jatteau, là-dessus, sur le fait qu'on dise qu'on est une assurance chômage, qu'on est trop assurantiel en France par rapport aux autres pays européens, notamment l'Italie aussi, qui a mis en place ce CDI. Non, effectivement, si on regarde du côté des chiffres, on n'a pas une assurance chômage qui est particulièrement généreuse. Les allocations chômage en France représentent 46% du salaire médian en France. C'est plus au Danemark, c'est plus en Espagne, c'est plus aux Pays-Bas, c'est plus en Italie. Il y a des choses sur lesquelles on est peut-être plus généreuse. Là-dessus, ça l'est pas. De manière générale, c'est pas ça qui explique les piètres performances du taux de chômage français. Faut pas aller voir du côté de l'assurance chômage. Très rapidement, vous avez eu des aides publiques quand même assez importantes, plus de 100 milliards. On se dit pourquoi elles n'ont pas servi à faire de l'emploi? Elles ont servi à faire de l'emploi, donc d'abord. Mais maintenant, vous voulez dire sans ces aides, ce sera pire? Ce que je dis, c'est que si on ne soutient pas l'activité, la fameuse politique de l'offre, on aura du mal à créer des emplois artificiels. Très bien, merci à tous les trois d'être venus débattre